Hollywood nous vend le rêve inaccessible de la jeunesse éternelle. Derrière les projecteurs éblouissants et les tapis rouges se cachent trop souvent des visages ravagés par les excès, un ego démesuré et une autodestruction lente. Dans cette liste de 15 célébrités, vous allez voir comment la gloire se fane, comment la beauté devient une ombre, et que le véritable vieillissement ne touche pas seulement la peau, mais pourrit l'âme en profondeur. Commençons par Palekas dit Chevy Chase, cet homme qui, aujourd'hui, fuit son propre reflet dans le miroir. Il fut un temps, entre la fin des années 70 et le milieu des années 80, où ses chutes calculées déclenchaient des éclats de rire hystériques. Son sourire dictait sa loi au box-office et son simple nom était synonyme de gros billets verts à Hollywood. Grand, séduisant, avec ce visage impassible parfait qui rendait n'importe quelle maladresse élégante, la star du Saturday Night Live et de Le Golf en folie. Et de Bonjour les vacances semblait intouchable. Il empochait des sommes obscènes par film et déambulait sur les plateaux avec l'assurance de celui qui sait que le monde lui appartient. Mais dès que les caméras s'éteignaient, une toute autre histoire se tramait en coulisses. On y voyait un ego en ébullition constante, des blagues qui dépassaient les bornes et des salles d'auteurs plongées dans des silences pesants et gênés. Les premières fissures sont apparues quand il a quitté le Saturday Night Live en toute hâte, laissant derrière lui des incendies émotionnels et des amitiés réduites en cendres. Des années plus tard, il reviendrait en tant qu'hôte et la guerre éclaterait avec Bill Murray, marquée par cette phrase assassine qui lui collerait à la peau comme une malédiction, talent moyen. Et ce ne fut certainement pas la dernière fois qu'une porte se claquait violemment derrière lui. Sa réputation d'acteur ingérable a enflé de projet en projet. Dans la série Community, il a pourtant eu l'opportunité en or de renaître aux yeux d'une nouvelle génération. Au lieu de ça, il a testé les limites de tout le monde avec des commentaires blessants et des plaisanteries qui n'avaient absolument rien de drôle. Il affichait ce regard de défi genre « et alors ?» Dan Harmon se souviendrait de ce venin, et Donald Glover, lui, n'oublierait jamais ce malaise constant. Chevy semblait jouer à un jeu pervers, mesurant jusqu'où il pouvait aller avant que la corde ne cède. Et évidemment, la corde a fini par casser net. Alors que son prestige se vidait de son sang, son corps a commencé à raconter une version cruelle de la même histoire. L'idole physique de la comédie, autrefois vif et élastique, le maître de la chute parfaite, s'est mis à rétrécir sous les projecteurs. Visage bouffi, posture vaincue, respiration lourde et pénible, son sourire d'antan est devenu un rictus amer. Chaque apparition publique n'était plus un simple caméo, mais un rappel brutal que le temps présente toujours l'addition et qu'il l'a fait payer très cher quand l'industrie arrête de répondre au téléphone. Le plus inquiétant n'était pas le déclin en soi, mais le déni total. En interview, Chase s'est planté là comme un vieux roi au milieu de ses ruines, déclarant une phrase qui sonne comme une armure, mais aussi comme un mur infranchissable. Pas de mea culpa, pas de rédemption, juste un homme qui contemple le passé comme s'il était encore au sommet, alors que la ville à ses pieds s'est complètement vidée. Dans les couloirs du monde de l'humour, les vétérans en parlent à voix basse. Ils se souviennent de l'artiste qui pouvait changer une chute en or massif, mais aussi du collègue qui a transformé chaque plateau de tournage en un champ de mines. L'ironie est impossible à ignorer pour ce maître de la chute burlesque. Celui qui maîtrisait la chute contrôlée a fini par être le protagoniste de la seule dégringolade qu'il n'a pas su chorégraphier, celle de sa propre carrière. C'est ainsi que le plan se termine. Une lumière froide, une scène vide et une chaise pliante avec son nom délavé. Chevy Chase, le héros qui pouvait tomber 1000 fois sans se faire mal, a vieilli comme la gloire vieillit quand elle se nourrit de ponts brûlés. Bouffi à l'extérieur, rongé à l'intérieur et désespérément seul. Et le public, qui autrefois riait tôt, éclat, garde aujourd'hui le silence, se demandant à quel moment précis la comédie s'est transformée en élégie funèbre. Passons à Marlon Brando. Il y a des chutes classiques, et puis il y a celle, monumentale, de Marlon Brando, l'homme qui a changé à jamais la façon de jouer au cinéma, celui qui a fait de la vulnérabilité masculine un art pur, a fini par n'être que l'ombre de lui-même, perdu entre les excès, l'arrogance et des kilos de regrets. Dans les années 50, Brando n'était pas seulement une star,
C'était une véritable force de la nature. Sa voix, son regard, son physique, tout chez lui, semblait conçu pour défier Dieu en personne. Dans un tramway nommé Désir et sur les quais, il a inventé un nouveau langage pour l'interprétation, réel, brut et électrique. Les femmes l'adoraient, les hommes rêvaient d'être lui, et tout Hollywood s'est mis à genoux devant son talent. Mais le génie a amené avec lui un monstre. La célébrité l'a lentement empoisonné. Dans les années 70, quand il a brillé à nouveau dans Le Parrain, son corps racontait déjà une autre histoire. Gonflé, fatigué, dévoré par les excès. Sur le tournage d'Apocalypse Now, il est arrivé obèse, sans avoir appris une seule ligne du scénario, et exigeant des fortunes pour travailler le moins possible. Ils l'ont filmé dans la pénombre pour camoufler son laisser-aller. Le mythe était encore vivant, mais il sonnait creux à l'intérieur. Et puis, la folie s'en est mêlée. Dans l'île du docteur Moreau, Brando a exigé de porter un seau à glace en guise de chapeau et d'avoir un assistant de petite taille habillé exactement comme lui. Les réalisateurs le craignaient, les producteurs le toléraient à peine, et les autres acteurs l'évitaient comme la peste. Son génie s'était transformé en une vaste blague. Et, hors des plateaux, la tragédie est devenue son quotidien. Sa famille a volé en éclats, son fils a fini derrière les barreaux, sa fille s'est donné la mort, et lui s'est retrouvé enfermé sur son île de Tahiti, entouré de nourriture, de souvenirs et de fantômes du passé. Il pesait près de 180 kilos, dormait toute la journée, se gavait de glace mélangée à des fruits au petit matin et ouvrait la porte complètement nue, juste pour choquer ses visiteurs. Le rebelle, le plus magnifique du XXe siècle, avait fini par se transformer en une caricature grotesque de son propre mythe, et pourtant, jusqu'à la toute fin, il restait indéniablement Brando. Sa voix, bien que usée et étouffée par le souffle constant des bouteilles d'oxygène, conservait encore quelque chose de totalement hypnotique. Son esprit, quand il n'était pas perdu dans les brumes de la confusion, brillait avec la lucidité terrifiante d'un homme qui savait exactement ce qu'il avait détruit. Lorsqu'il est mort en 2004, il ne restait plus rien du jeune sauvage qui murmurait Stella devant un immeuble en sueur. Il n'y avait plus qu'un vieil homme épuisé, trahi à la fois par son corps et par son propre génie. Mais même ainsi, son ombre immense continue de peser lourdement sur tous ceux qui sont venus après lui. Car Brando n'a pas seulement changé le jeu d'acteur, il a montré le prix réel d'un talent sans limite. Madonna. Pendant 4 décennies, le nom de Madonna a été synonyme de provocation, de pouvoir absolu et de réinvention permanente. Personne, pas même les stars les plus jeunes qui ont suivi, n'a dominé le spectacle avec une telle audace. Depuis les années 80, la gamine de Détroit a brisé les règles de la pop pour les faire siennes. Mais quelque part entre les filtres Instagram et les lumières froides d'une énième chirurgie, l'éternelle rebelle a commencé à perdre la guerre qu'elle avait juré de gagner. La guerre contre le temps. Le narrateur la voit de là-haut, Madonna, dans son manoir, encerclée de miroirs, persuadée qu'elle peut arrêter l'horloge à coups de bistouri et de pure volonté. À 65 ans, son visage tendu, gonflé, sans rides, mais aussi tragiquement vide d'expression, semble hurler ce que sa voix tait. Je ne compte pas disparaître. La femme qui a un jour scandalisé le Vatican choque désormais ses propres fans avec des vidéos étranges, des danses maladroites, au rythme de jeunes qui pourraient être ses petits-fils, et des poses qui frôlent l'absurde. Sur scène, le contraste est brutal. Les projecteurs la cherchent comme avant, mais le corps ne répond plus de la même manière. Derrière les lunettes noires et les gants de dentelle se joue une bataille désespérée pour maintenir en vie l'illusion de l'immortalité pop. Chaque geste chirurgical, chaque publication filtrée, ressemble à une incantation contre le mot qu'elle redoute le plus, vieillir. Et pourtant, le plus tragique n'est pas la vanité, le tragique, c'est ce qu'elle aurait pu devenir. Madonna tenait entre ses mains l'opportunité de réécrire les règles du vieillissement féminin dans l'industrie, de montrer qu'une femme peut rester puissante sans devoir avoir l'air d'avoir 20 ans. Elle aurait pu faire de ses rides un emblème et de sa maturité un étendard. Au lieu de ça, elle a choisi de devenir la caricature d'elle-même. Ses fans les plus fidèles la regardent avec désarroi.
certains avec tristesse, car derrière le maquillage, le latex et les lumières stroboscopiques, quelque chose de bien plus humain pointe le bout de son nez. La peur de disparaître dans une culture qui dévore tout ce qui est vieux. Et c'est cette peur, bien plus que les chirurgies ou les scandales, qui la vieillit vraiment. Dans les années 80, Val Kilmer n'était pas juste un acteur, c'était un phénomène. Dans Top Gun, The Doors, Batman, Forever, sa présence inondait l'écran avec un mélange dangereux de beauté, d'arrogance et de talent pur. Il avait la mâchoire d'un héros classique et l'intensité tourmentée d'un poète maudit. C'était l'homme que tout le monde voulait voir et le partenaire que personne ne voulait avoir sur le plateau. Parce que derrière ce magnétisme, il y avait du feu. Kilmer se disputait avec les réalisateurs, disparaissait des tournages, s'enfermait dans sa caravane pendant des jours entiers. Joel Schumacher, qui l'a dirigé dans Batman Forever, l'a qualifié d'impossible. Tommy Lee Jones, plus direct, lui a dit en face: « Je ne peux pas cautionner tes bouffonneries. » Il était brillant, mais indomptable. Et à Hollywood, ça ne dure pas. Le narrateur le retrouve des années plus tard, sans l'éclat ni la superbe d'autrefois. Son corps, meurtri par le cancer, porte les stigmates de la bataille la plus dure, celle de survivre. La voix qui a un jour incarné Jim Morrison ne sort plus qu'à travers un appareil électronique. La mâchoire qui définissait autrefois la perfection bouge désormais avec peine. Val Kilmer, l'homme qui pouvait dominer une scène d'un simple sourire, parle aujourd'hui avec ses yeux. Mais il y a quelque chose de différent dans sa chute. Alors que d'autres ont nié, menti ou se sont déguisés en éternelle jeunesse, Kilmer a choisi de montrer sa fragilité. Dans son documentaire, Val, filmé à partir de ses propres archives, on voit l'acteur qui rit, qui souffre, qui se souvient, sans filtre, sans masque, et cette honnêteté brute, inconfortable, magnifique, l'a sauvé. Quand la maladie l'a réduit au silence, il a découvert quelque chose que le jeune Val n'avait jamais connu: la paix. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, plus besoin de compétition. Son visage, bien que marqué par les cicatrices, il dégage aujourd'hui une sérénité profonde que ni le maquillage épais ni les projecteurs éblouissants ne pouvaient lui offrir auparavant. Le 1er avril 2026, son histoire a finalement touché à sa fin. Il avait 65 ans. Il n'est pas mort comme la star rebelle et indomptable des années 80, mais plutôt comme un artiste apaisé et réconcilié avec son propre destin. Son vieillissement a été terrible, c'est vrai, visiblement douloureux et implacable, car Val Kilmer ne s'est jamais rendu face à la maladie. Il l'a transformée en sa toute dernière grande performance. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un zéro. Il fut une époque où le nom de Steven Seagal était véritablement synonyme de danger, non pas dans le sens de scandale ou de drame, mais de coups de poing et de coups de pied bien placés. C'était le genre de type capable de vous mettre au tapis sans se décoiffer, le moine de l'aïkido devenu héros d'action, qui remplissait les cinémas avec des titres qui sentaient bon la testostérone, comme Piège en haute mer, Échec et mort ou Justice sauvage. Avec sa queue de cheval noir emblématique, son regard de glace perçant et ses mouvements mortels, Seagal était une véritable machine de discipline et de mystère. Le public pensait voir de l'authenticité. Mais le temps et la vérité avaient des plans bien différents pour lui. Sa chute n'a pas été soudaine. Ce fut plutôt une lente et douloureuse implosion. Ses muscles se sont transformés en masse informe, son adresse en maladresse, et la voix profonde du guerrier est devenue un simple murmure fatigué. Aujourd'hui, à 72 ans, il semble jouer une caricature de lui-même. Veste noire, lunettes sombres, une tentative d'imposer le respect qui n'intimide plus absolument personne. Les vidéos récentes où il démontre ses techniques, pendant que ses assistants tombent théâtralement, au sol circulent désormais comme des mèmes sur Internet. Là où il y avait du respect autrefois, il n'y a plus que des rires moqueurs. Et derrière ces rires se cache un écho bien plus sombre. Les plaintes, les accusations qui se répètent depuis les années 90. Auditions malaisantes, attouchements non consentis et comportements totalement inappropriés. Des actrices comme Jenny McCarthy et Portia de Rossi racontent des histoires qui font trembler la façade du héros zen. Il est passé du tapis rouge à la liste des prédateurs, du dojo à un exil volontaire.
Mais Seagal ne se cache pas vraiment. Il a tout simplement changé de décor. Ce qui était autrefois Hollywood est aujourd'hui Moscou. Son amitié affichée avec Vladimir Poutine, les photos tout sourire, la citoyenneté russe, ses discours de soutien à l'invasion de l'Ukraine viennent boucler la boucle de sa transformation radicale. D'idole américaine à symbole de propagande étrangère, d'homme d'action à simple ombre politique. Dans les films sortis directement en DVD qu'il continue de signer, il ne bouge presque plus. Il s'assoit, parle lentement et laisse les doublures faire ce que son corps ne peut plus assumer. Les films s'intitulent End of a Gun, Against, Dark ou Contract to Kill, des titres qui résonnent comme des épitaphes écrites par le destin lui-même. Si l'on regarde de plus près, on comprend que son vieillissement physique n'est que le reflet de quelque chose de plus profond, la perte totale d'authenticité. Tout chez lui, ses cheveux teints, sa barbe soigneusement taillée, ses costumes toujours identiques, tout cela ressemble à un déguisement, comme s'il essayait encore de convaincre le monde et peut être lui-même, qu'il est toujours ce guerrier imbattable d'autrefois. Lindsay Lohan. Il fut un temps où Lindsay Lohan était la petite fiancée de l'Amérique. À peine âgée de 10 à 7 ans, elle incarnait le visage parfait du nouveau Hollywood. Elle était drôle, brillante et charmante. Dans Freaky Friday et Lolita malgré moi, elle ne jouait pas la comédie. Elle était simplement l'adolescente que tout le monde adorait. L'industrie la qualifiait même de prochaine Julia Roberts. Le public l'adorait et elle a cru que cet amour serait éternel. Mais le conte de fées Disney a tourné au vinaigre bien plus vite que prévu. On observe la scène, des flashs crépitants, des tapis rouges, les paparazzis courant derrière une fille trop jeune pour comprendre que la célébrité n'est pas un cadeau, mais une dette. Lindsay vivait sa vie comme si le temps n'existait pas. Des fêtes sans fin, des amitiés toxiques, un défilé incessant de voitures, de verres d'alcool et d'arrestations. Son sourire, celui-là même qui avait conquis le monde entier, a commencé à s'effacer sur les photos d'identité judiciaire. Chaque détention, chaque test de dépistage raté, chaque entrée et sortie de cure de désintoxication était enregistrée comme une nouvelle saison dans le feuilleton de son autodestruction. Sa peau a perdu sa fraîcheur d'antan. L'éclat de ses yeux est devenu terne et opaque. Son visage encore jeune portait les marques de l'excès, bouffi, tendu, dépourvu de cette innocence qui l'avait rendu si célèbre. Et le pire à peu est traité de l'avoir essayé d'effacer les traces des dégâts à coups de bistouri et d'injections de remplissage. Ce que le vice a détruit, le bistouri n'a pas pu le réparer. Hollywood cruel, comme toujours, l'a abandonnée sans un regard en arrière. De star du box-office, elle est passée à des caméos ironiques, de promesses dorées à un avertissement ambulant. Mais même au milieu des ruines, Lindsay a tenté de se reconstruire. Sobrement, en silence, loin des caméras, elle n'est plus la vilaine fille, mais une femme qui a appris à la dure le prix de la célébrité précoce. Cependant, chaque fois qu'elle réapparaît, le public ne voit pas la femme qu'elle est devenue, mais la petite fille qu'elle était. Elle a 38 ans, mais son visage semble en avoir vécu le double. Le maquillage parvient peu, être à couvrir les cicatrices, mais il n'efface jamais vraiment l'épuisement. Et derrière chaque sourire forcé, réside une question lourde qui reste sans réponse. Que se serait-il passé si le monde lui avait permis de grandir à son propre rythme avant d'exiger d'elle qu'elle devienne éternelle? Lindsay Lohan n'est pas morte jeune comme tant d'autres étoiles brisées. Et c'est cela qui, paradoxalement, fait d'elle une véritable survivante. Une rescapée qui porte gravée sur sa peau l'histoire intégrale d'Hollywood, la gloire, les abus, la chute vertigineuse. Et cette possibilité infime, mais bien réelle, de rédemption. Rudy Giuliani était autrefois surnommé le maire de l'Amérique. Cet homme que l'on admirait tant. Cet homme qui, au milieu de la fumée et des cendres après le tragique 11 septembre, parlait avec le calme olympien d'un leader et la fermeté inébranlable d'un héros. Rudy Giuliani a incarné, l'espace d'un instant, la quintessence de l'esprit new-yorkais. Le pays tout entier le regardait comme un phare d'espoir, mais ce même feu qui illuminait son visage à l'époque le consume aujourd'hui de l'intérieur. Des années plus tard, ce visage jadis serein est désormais tendu, marqué par des cernes profonds. Sa peau flasque est devenue la métaphore vivante d'une réputation souillée, fissurée et désormais impossible à réparer.
Lors de conférences de presse diffusées dans le monde entier, l'ancien procureur de fer apparaît négligé, en nage, avec sa teinture pour cheveux qui coule le long de ses joues, tandis qu'il défend des théories invraisemblables sur des élections et des conspirations obscures. L'homme qui a autrefois mis la mafia à genoux semble aujourd'hui traqué par des fantômes qu'il a lui-même inventés. Son déclin physique marche main dans la main avec sa chute morale. Les yeux enfoncés, la voix chevrotante, des mouvements maladroits, chaque apparition publique dresse le portrait d'une détérioration accélérée, non seulement par l'âge, mais aussi par une obsession dévorante. Le poids écrasant des procès, des jugements, des accusations et des moqueries médiatiques l'a réduit à n'être que l'ombre du leader qu'il fut jadis. L'ironie est d'une cruauté sans nom. Le grand croisé de la loi a fini par se retrouver piégé dans sa propre toile de mensonges juridiques. À 82 ans, Giuliani n'a pas seulement vieilli, il s'est littéralement flétri sous le poids écrasant de son propre ego. Cette autorité naturelle qui imposait le respect provoque désormais un profond malaise, voire une certaine forme de pitié. Les lèvres qui prononçaient autrefois des discours inspirants balbutient aujourd'hui des arguments chaotiques face à des micros incrédules. Ses yeux, autrefois si décidés, cherchent une approbation qu'ils ne trouvent plus, qui a confondu la gloire avec le but et qui a fini par jouer sa propre parodie pathétique sur toutes les chaînes nationales. Dans la mémoire collective, deux images indélébiles subsistent, celle de l'homme debout au milieu des ruines de Manhattan et celle du même homme. Des décennies plus tard, la teinture noire dégoulinant sur le visage, sous le regard d'un pays qui hésite entre rire et pleurer. Nick Nolte. Il fut un temps où Nick Nolte incarnait tout ce que signifiait être un homme à Hollywood, rude, magnétique et totalement imprévisible. Dans les années 70 et 80, c'était le cow-boy moderne, l'anti-héros avec une âme de poète. 48 heures, le prince des marais, le clochard de Beverly Hills. En 1992, le magazine People l'a sacré l'homme le plus sexy du monde. Aujourd'hui, ce titre glorieux résonne comme une blague cruelle du destin. On le voit, bien des années plus tard, sortir de chez lui la chemise déboutonnée, les cheveux blancs en bataille, le regard perdu au milieu des rides. Ce même visage qui a séduit la moitié de la planète semble désormais avoir été sculpté par de violentes tempêtes. Le déclin de Nolte n'a pas été seulement physique, il a été chimique. Des décennies d'abus d'alcool et de drogue l'ont transformé en spectre. L'image qui a scellé sa transformation est arrivée en 2002. Une photo d'identité judiciaire qui a fait le tour du monde. Cheveux ébouriffés, regard absent, chemise hawaïenne, c'était le portrait parfait du naufrage. Le sex symbole était devenu un mème avant même que les mèmes n'existent. Mais derrière cette photo virale se cachait un corps épuisé et une âme blessée. Nolte parlait ouvertement de son addiction au GHB, une drogue de club qui l'a conduit tout droit au bord de la mort. C'était un enfer chimique, dira-t-il plus tard, d'une voix qui ressemblait déjà à du gravier. Les années et la sobriété l'ont sauvé, certes, mais pas sans prix. Le prix à payer fut son visage. Aujourd'hui, à 85 ans, Nick Nolte ressemble à un personnage sorti d'un roman de Cormac McCarthy. Débraillé, brisé, mais étrangement sage. Il marche le dos voûté, avec cette voix râpeuse et des gestes ralentis. Il ne joue plus la comédie, il est, tout simplement. À chaque apparition, sa présence impose le respect, non pour ce qu'il était, mais pour ce à quoi il a survécu. L'homme qui a jadis conquis Hollywood à force de charisme et de testostérone inspire désormais de la compassion. Son vieillissement n'est pas une tragédie, c'est un avertissement, car on peut voir sur lui, presque littéralement, les ravages que l'abus inflige au temps. Pourtant, il y a une certaine forme de poésie dans sa ruine. Dans son regard fatigué, vit encore l'écho de ce rebelle qui aimait la vie avec une intensité suicidaire. Nick Nolte n'a pas mal vieilli. Il a simplement vieilli sans aucun filtre, refusant les bistouris et affichant une absence totale de peur. Dans les années 80, Mickey Rourke ne se contentait pas de jouer. Il brûlait littéralement l'écran. C'était ce genre de beauté qu'on ne peut pas feindre. Un mélange dangereux de James Dean et de désir à l'état pur. Dans le film 9 semaines et demie, il suffisait d'un seul de ses regards pour que les salles de cinéma entières se mettent à fondre sur place. Hollywood l'acclamait déjà comme le prochain grand acteur,
l'héritier légitime du magnétisme masculin absolu. Il avait tout pour lui. Le talent, le mystère, un air de danger irrésistible. Et pourtant, il a fini par absolument tout perdre. Le début de la fin est arrivé déguisé en quête personnelle. Fatigué des studios, il a claqué la porte pour chercher autre chose. Rourke a troqué les projecteurs pour le ring de boxe. Il voulait prouver qu'il n'était pas juste une belle gueule, mais les coups n'ont pas seulement fracturé son nez, ils ont brisé son destin. Chaque combat laissait des cicatrices bien plus profondes que celles visibles sur son visage. Et lorsqu'il est finalement revenu à Hollywood, le miroir ne reconnaissait plus celui qui le regardait fixement. Les chirurgies reconstructrices ont tenté de réparer les dégâts, mais elles l'ont transformé en quelqu'un d'autre. Les lèvres gonflées, les pommettes défigurées, la peau tirée à l'extrême. Dans chaque interview, sur chaque tapis rouge, son visage racontait l'histoire d'un homme qui a voulu se refaire lui-même et a fini par perdre son essence. Pourtant, le plus déchirant ne se trouve pas sur son visage, mais au fond de son regard. Derrière ses lunettes noires perce le même feu qui a fait sa grandeur. Un feu vulnérable, contradictoire et affamé de rédemption. Rourke continue de chercher cette version de lui-même qu'il a laissée derrière lui, sur un ring oublié ou dans une loge enfumée. Aujourd'hui, à 74 ans, son corps tatoué et sa voix rocailleuse semblent être les vestiges d'une légende qui n'a pas su vieillir, mais qui n'a pas su se rendre non plus. Il marche comme un boxeur qui n'a plus d'adversaire, seulement des souvenirs à combattre. Et quand il s'assoit face aux caméras, le public ne voit pas la star déchue, mais un homme qui se bat encore contre son propre miroir. Terrence Howard. Au début des années 2000, Terrence Howard était incontestablement le nouveau prince d'Hollywood. Avec son élégance naturelle, sa voix de velours et ce regard capable de basculer. Du charme à la menace en une fraction de seconde, il avait conquis la critique et le public. Son interprétation dans Hustle and Flow lui a valu une nomination aux Oscars et l'a propulsé au sommet. Puis est venu Iron Man, la grande franchise, le gros chèque, le grand avenir. Il semblait destiné à rester là-haut, aux côtés des noms les plus puissants du cinéma, mais l'éclat fut de courte durée. Le narrateur le voit quelques années plus tard à peine, arpentant les tapis rouges avec un sourire forcé et un air de ressentiment. Ce qui a commencé comme un conflit salarial avec Marvel, une dispute pour de l'argent et de la reconnaissance, a fini par devenir une faille qu'il a expulsée du système. Howard a perdu son rôle, sa foi en Hollywood et, petit à petit, il a aussi perdu le fil de la réalité. Depuis, sa carrière est un étrange voyage entre génie et folie. Les interviews se sont transformées en monologues cosmiques incompréhensibles. Une fois 1 égale 2, a-t-il affirmé un jour, convaincu d'avoir découvert une nouvelle forme de mathématiques. Les présentateurs souriaient, mal à l'aise. Le public se demandait si c'était une blague. Ce n'en était pas une. Pendant ce temps, sa vie personnelle s'effondrait. Divorce, procès, accusations de violence domestique. Chaque gros titre était une nouvelle fissure dans la façade de l'acteur, qui fut autrefois un symbole de sophistication. À 57 ans, Terrence Howard paraît beaucoup plus vieux que son âge, la peau tendue par le stress, les yeux fatigués de livrer des batailles invisibles. La voix qui séduisait les caméras porte désormais un ton paranoïaque, comme s'il essayait encore de convaincre le monde qu'il a raison et que tous les autres sont aveugles. Empire, la série qui l'a ramené vers la gloire, fut son dernier acte de contrôle, sa dernière tentative pour prouver qu'il pouvait encore dominer une narration. Mais même là, entre le succès et le chaos, la tension était palpable. Un homme qui se consume en essayant d'être compris. Aujourd'hui, Hollywood l'observe à distance, comme on regarde un génie erratique qui a franchi une ligne invisible. On ne l'appelle plus, on ne lui fait plus confiance. Terrence Howard est devenu une figure marginale, plus connu pour ses déclarations choc que pour ses rôles. Cet esprit qui brillait autrefois avec une précision mathématique est désormais perdu dans son propre labyrinthe. Courtney Love. Dans les années 90, Courtney Love était de la dynamite aux lèvres rouges. La reine du grunge, la veuve électrique de Kurt Cobain, la femme qui transformait la douleur en art et le scandale en gros titre. Avec sa robe en dentelle déchirée, une cigarette dans une main et une guitare dans l'autre, elle semblait ne rien craindre.
Mais l'histoire, vue avec du recul, révèle que ce n'était pas de la bravoure, mais une chute au ralenti. Courtney incarnait une intensité brute, un mélange explosif de talent pur, de rage viscérale, de désir brûlant et d'autodestruction, le tout fusionné dans une seule et même voix. Son groupe, Hall, résonnait exactement comme son âme. Brillante, crasseuse, dangereuse, et sa présence sur scène dégageait un magnétisme absolument envoûtant. Mais hélas, les démons qui nourrissaient sa musique ont fini par la dévorer de l'intérieur. La drogue, les nuits sans fin, les bagarres en public et les déclarations totalement incontrôlées sont devenues son quotidien. Hollywood l'adulait et la craignait en même temps. Mais au fil des années, ce visage rebelle, qui a marqué toute une génération, a commencé à laisser apparaître des fissures profondes. Cette beauté chaotique s'est peu à peu transformée en un paysage de désolation. Des lèvres gonflées par d'innombrables chirurgies, une peau ravagée par les excès, et ce regard perdu de quelqu'un qui en a beaucoup trop vu. Courtney n'a pas simplement vieilli, elle s'est littéralement usée, érodée par la vie. Chaque tentative de retour, que ce soit une tournée, un album ou une interview, se heurtait violemment à son propre passé, toujours là pour lui rappeler que la célébrité est un contrat cruel sans aucune clause de sortie. L'arrivée des réseaux sociaux n'a fait qu'ajouter un chapitre encore plus sombre à cette tragédie moderne. Des vidéos confuses pleines de diatribes contre ses anciens collègues, des publications qui ressemblaient davantage à des appels au secours désespérés qu'à de simples déclarations. Sa relation avec sa fille Franz Bean, marquée par des années de distance et de reproches amers, a parachevé l'image d'une femme qui, même entourée de monde, est toujours restée profondément seule. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, Courtney Love reste une figure fascinante, précisément à cause de tout ce désordre. Le public la regarde désormais avec un mélange complexe de nostalgie et de compassion, comme s'il observait les débris d'une tempête qui fut autrefois d'une beauté saisissante. Son visage raconte la vérité que tant de stars tentent de cacher. La rébellion a un prix, et quand la jeunesse s'en va, la facture arrive avec des intérêts exorbitants. Gary Busey. À la fin des années 70, Gary Busey était la définition même du talent à l'état brut. Son interprétation magistrale de Buddy Holly lui a valu une nomination aux Oscars et l'a propulsé sur la courte liste des acteurs destinés à la grandeur absolue. Il possédait ce mélange dangereux d'intensité et de charisme que seule une poignée d'élus parvient à maîtriser. C'était le genre d'acteur qui ne jouait pas la comédie, mais qui s'enflammait littéralement à l'écran. Hollywood le voyait comme un diamant étrange mais étincelant. Et puis, en 1988, tout a basculé en une fraction de seconde. On l'imagine sur sa moto, sans casque, souriant face au soleil, insouciant. Un instant plus tard, le bitume, un choc sec et brutal, un crâne fracturé, et avec lui, la vie qu'il connaissait qui s'envole. Gary a survécu, oui, mais il n'est jamais vraiment revenu. L'accident lui a laissé de graves séquelles cérébrales. Comme il l'a dit lui-même, mon âme est partie de l'autre côté et elle est revenue différente. Il avait raison. Ce qui est revenu, ce n'était pas le même homme. C'était une version altérée de lui-même, imprévisible, excentrique et parfois même effrayante. L'industrie du cinéma n'a tout simplement plus su quoi faire de lui. De héros sérieux et respecté, il est passé au rang de figure parodique, presque bouffonne. Ses interviews sont devenues un terrain miné. Phrases incohérentes, éclats de rire soudains, réflexion sur l'au-delà. Son regard, autrefois si intense, s'est transformé en une étincelle erratique. Les caméras ont continué à l'adorer, mais pour toutes les mauvaises raisons, et son physique a lui aussi raconté cette histoire tragique. Des chirurgies bâclées, des dents exagérément grandes, un visage déformé par la rigidité de l'artificiel. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Busey est devenu méconnaissable. Son énergie est toujours là, sauvage et magnétique. Mais elle est canalisée dans un corps qui ne répond plus avec la même cohérence. Il participe à des émissions de télé-réalité comme Celebrity Apprentice ou Big Brother, où son excentricité est transformée en pur spectacle. Le public rit, c'est vrai, mais on sait très bien que derrière chaque geste se cache une ombre, un écho lointain de l'acteur immense qu'il aurait pu être et qu'il n'est plus. Le plus tragique dans tout ça, ce n'est pas sa folie. C'est la façon dont le monde la consomme comme un simple divertissement.
Gary Busset est devenu une caricature. Mais à l'intérieur de cette caricature vit encore un talent qu'un coup du sort a déconnecté pour toujours. Axl Rose. Il fut un temps où Axl Rose n'avait besoin d'aucune présentation. Il suffisait d'entendre le tout premier cri de Welcome to the Jungle pour savoir que la scène allait s'embraser. Dans les années 80, il était l'esprit même du rock incarné. Sauvage, magnifique, dangereux, cheveux rouges feu, pantalon en cuir moulant, et ce regard de fou béni par les dieux. Il était jeune, invincible, un véritable ouragan armé d'un micro. Et puis, soudain, l'ouragan s'est arrêté. On le voit clairement aujourd'hui. Ce garçon qui courait d'un bout à l'autre de la scène se déplace désormais avec une lourde prudence. Sa voix, ce hurlement légendaire capable de briser du cristal, atteint à peine les notes qui, autrefois, défiaient les limites du corps humain. Les concerts ne sont plus ces explosions d'énergie brute, mais plutôt des efforts visibles où le public chante en chœur, ce qu'il a lui-même du mal à soutenir. Axel, le mythe, affronte chaque soir son ennemi le plus cruel, le temps qui passe. Les changements physiques sont inévitables, certes, mais chez lui, ils prennent une dimension terriblement symbolique. Sa crinière légendaire a perdu tout son éclat d'antan. Son visage apparaît désormais bouffi et marqué par une intense fatigue qui ne trompe personne. La fureur de sa jeunesse s'est transformée en une mélancolie profonde, une tristesse que ni ses foulards emblématiques ni ses lunettes de soleil ne peuvent plus dissimuler. Sur chaque photo récente, on devine un mélange complexe d'orgueil et de résignation, comme s'il tentait encore désespérément de convaincre le monde, et lui-même, que le vieux tonnerre gronde toujours. Mais la dégradation physique n'est pas le plus dévastateur. C'est sa réputation qui a le plus souffert. Son perfectionnisme, virant à la paranoïa, a fini par ruiner des tournées entières. Il arrivait systématiquement en retard, annulait des concerts à la dernière minute et se disputait constamment avec la presse ainsi qu'avec ses propres compagnons de groupe. Ceux-là même qui ont partagé la scène avec lui par le passé se souviennent aujourd'hui de lui comme d'un génie absolument impossible à vivre. Il faut dire que la frontière entre génie et tyran a toujours été mince, jusqu'à ce qu'elle finisse par se briser. Pourtant, parfois, le vieil Axel refait surface. Une note juste et bien placée, un sourire fugace entre deux chansons, ou un moment d'autocritique sur Twitter où il avoue « Je sais que je ne suis plus le chanteur d'autrefois ». Dans ces rares éclairs d'humilité, le public perçoit alors quelque chose qu'il n'attendait plus vraiment. Aujourd'hui, en 2026, Axl Rose chante encore. Il ne rugit plus comme avant, mais il survit. Et ça, d'une certaine façon, c'est aussi ça l'essence du rock'n'roll. La scène est peu, être plus petite, le corps plus lourd et la voix plus fragile. Mais le mythe persiste, soutenu à bout de bras par la nostalgie de millions de fans. Finalement, le garçon au bandana rouge n'a pas été vaincu par le silence, mais bien par l'écho interminable et assourdissant de sa propre gloire. C'est cet écho de sa propre gloire qui continue de résonner, encore et encore, inscrivant sa légende dans l'éternité.